Bonjour, les agents de l'État sont partout et nous accompagnent au jour le jour. Pour mieux les connaître, chaque mois sur Télé Grenoble, nous feuilletons Citoyen Mag, les acteurs de l'État à votre service. Au sommaire de ce numéro 76, l'hébergement d'urgence. La mobilisation est d'autant plus importante en ces périodes de froid. Dans notre département, la préfecture mobilise près de 2000 places. Dans le journal, les faire-part de mariage de plusieurs communes du département, des conseils pratiques, toujours très utiles, et aussi un autre regard sur l'immigration. La valeur d'une société se mesure bien souvent à l'attention qu'elle porte aux plus démunis. Parmi les administrations qui sont en première ligne, il y a la DDCS, en charge de la cohésion sociale. C'est elle qui coordonne le dispositif d'hébergement d'urgence. Il est actif toute l'année et évidemment renforcé l'hiver en période de froid. On fait le point avec Corinne Gautherin, la directrice départementale de la cohésion sociale en Isère. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez pris vos fonctions il y a quelques mois en Isère, l'été dernier. Vous veniez du Bas-Rhin. Tout à fait. J'étais directrice départementale du Bas-Rhin, donc à Strasbourg, poste que j'ai occupé pendant 2 années. Et préalablement, j'étais aussi directrice départementale du département de l'Ain, donc je connais la région Auvergne-Rhône-Alpes. Oui, vous connaissez bien notre région. L'Ain où vous avez aussi servi, je crois, dans les années 2000. Là, c'était d'ailleurs au tout début de cette fameuse révision générale des politiques publiques, la RGPP, qui a donné naissance aux directions de la cohésion sociale. Tout à fait. J'étais précédemment directrice de préfecture et j'ai construit cette direction départementale de la cohésion sociale au moment de cette révision générale des politiques publiques en 2010, donc où cette direction a démarré. L'objectif étant de concentrer des politiques publiques au sein d'une même direction départementale, puisque certaines étaient réparties entre plusieurs directions. Donc la construction s'est faite autour des politiques jeunesse et sport, puisqu'il y avait une direction de jeunesse et sport, autour des services anciennement de la DAS. La partie sociale est venue dans la direction de la cohésion sociale et la partie santé en ARS. Et puis des missions liées à la politique de la ville qui étaient en préfecture ou des missions liées au logement social qui étaient dans les anciennes directions de l'équipement. Voilà, tout ça a été regroupé pour donner ces fameuses directions départementales de la cohésion sociale. On commence à bien comprendre le contour de vos missions à la tête de cette direction. Il y a évidemment le pôle hébergement, on va en reparler, avec notamment le suivi de la loi Dallot, droit au logement opposable. Ça va aussi jusqu'à l'accueil des gens du voyage, ça va jusqu'à la politique de la ville, vous le disiez. Tout à fait. On a un pôle hébergement logement qui est particulièrement important au sein des DDCS, mais on a beaucoup de missions qui sont aussi transversales en faveur de certains publics, de la jeunesse. On est très attaché aussi sur ces missions, sur les notions donc de parcours de ces publics. Donc on est vraiment au service public, au service des plus démunis, des plus vulnérables, et les différentes politiques publiques de l'État sont déclinées au sein de la direction de la cohésion sociale. Alors, dans le cadre de la politique jeunesse, il y a aussi le service civique dont vous avez la charge. Et puis, ce fameux plan de lutte contre la pauvreté qui va vous revenir aussi. Vous allez coordonner les actions. Tout à fait. Tout récemment, un plan national de lutte contre la pauvreté a été annoncé. Il doit se concrétiser dans chacun des départements. Et la DDCS va coordonner ce plan départemental avec les collègues des autres services de l'État, notamment ceux de l'emploi, de l'éducation nationale ou de la santé, en lien évidemment et sous l'autorité du préfet. Et notre première démarche va être de contractualiser avec le conseil départemental sur quelques thématiques fortes, notamment celle de l'insertion professionnelle pour faciliter ces parcours et ce retour à l'emploi, et également en faveur des jeunes et notamment ces sortants de l'aide sociale à l'enfance, ce fameux dispositif ASE qui a montré en fait les difficultés qu'il pouvait poser par rapport à ces parcours de jeunes. Bon, et puis parmi vos missions, on l'a dit, il y a donc le fameux hébergement, l'hébergement d'urgence en particulier, qui nous intéresse aujourd'hui. Un hébergement d'urgence, il faut le dire d'entrée de jeu, qui n'a pas lieu qu'en hiver. Tout à fait. Heureusement pour les publics, nous disposons de places dites pérennes, c'est-à-dire qu'on a un parc de places d'hébergement calibré à hauteur de 1300 places dans le département de l'Isère, réparties sur tout le département, mais essentiellement quand même concentrées sur l'agglomération grenobloise. Et ces places nous permettent de faire entrer ces publics dans des parcours de l'urgence et de l'insertion avant, si possible, un accès au logement qui doit de toute façon être de plus en plus accéléré et facilité avec la politique du logement d'abord que nous développons. Donc 1300 places
toute l'année. Elles sont où, ces places d'hébergement ? Alors, elles sont dans des centres d'hébergement, donc dans du collectif qui nous est proposé avec nos opérateurs. On a à peu près une trentaine d'associations qui œuvrent en tant que mission de service public pour l'État avec les financements de l'État. Mais également, ça peut être dans des appartements, ce qu'on appelle l'hébergement en diffus. Et tous ces ensembles de places sont suivis par un opérateur qui travaille pour l'État, qui accompagne ces publics dans l'accès aux droits, dans leur démarche et évidemment dans une perspective d'accès au logement pour celles qui peuvent y arriver le plus vite possible. En tout cas, c'est notre objectif. On comprend bien du coup que c'est une organisation qui repose sur de nombreux partenaires. Parmi ces partenaires, vous évoquiez les associations. Je vous propose de visiter à Fontaine les locaux gérés par la Chauve-souris. Comme en chaque début d'hiver, la Chauve-souris de Fontaine rouvre ses portes en présence de ses habitants, d'élus, de bénévoles et salariés du Secours populaire. Ce lieu d'hébergement unique à Fontaine permet à 8 personnes sans abri de trouver un refuge pour la nuit, de quoi manger, se laver pendant ces mois particulièrement difficiles. Mais ces missions ne s'arrêtent pas là. Alors chaque année, on fait un temps convivial pour rencontrer les personnes qui sont là, qui sont hébergées. On rencontre les partenaires avec qui on travaille, notamment le Secours populaire, la DDCS, les Restos du Cœur, qui, eux, fournissent les denrées alimentaires. Donc, c'est l'occasion, après toutes les réunions de travail d'organisation, de faire un petit pot convivial pour accueillir les personnes qui sont hébergées. Alors, la Chauve-souris, c'est une structure d'hébergement. Les locaux appartiennent à la mairie de Fontaine, qui les met à notre disposition, Fédération de l'Isère du Secours populaire, pour que nous en assurions la gestion. Très schématiquement, je dirais 2 missions. La première à court terme, c'est-à-dire d'héberger des personnes qui, sans cela, dormiraient à la rue. Et puis à moyen terme, c'est de les accompagner pour assurer leur sortie, pour leur permettre de trouver un logement pérenne. Une double mission humaine et solidaire mise en danger aujourd'hui par le manque de financement. Si les locaux sont fournis par la mairie, le déficit global et la diminution des contrats aidés nécessaires à son fonctionnement fait craindre à tous une fermeture prochaine du lieu. La Chauve-souris fête donc ses 20 ans en espérant que cet anniversaire ne sera pas le dernier pour pouvoir simplement continuer à aider. Des associations qui sont donc des partenaires essentiels. Alors, il y a d'autres partenaires que vous mobilisez autour de la table. Tout à fait. Au-delà des associations qui sont nos opérateurs, nous avons un partenariat très fort avec les collectivités locales, puisque nous les sollicitons pour la construction de notre plan hivernal, déjà parce qu'elles disposent toute l'année de places d'hébergement qu'elles proposent elles-mêmes, mais en même temps de la mise à disposition aussi de locaux collectifs. Et donc, nous les sollicitons dès l'été pour pouvoir construire ce plan. Et on peut dire que dans l'agglomération grenobloise, on a plutôt des réponses positives qui nous permettent de bien élaborer le calibrage de notre plan hiver. Parce qu'effectivement, on a évoqué les 1300 places pérennes tout au long de l'année et ces places sont renforcées quand arrive l'hiver. D'abord en novembre, il y a quelques places supplémentaires qui sont mobilisées et puis après en cas de grand froid, c'est ça. Tout à fait. Le plan hiver a pour vocation de proposer des places supplémentaires destinées aux publics les plus précaires, les publics à la rue. Donc l'ouverture se fait progressivement en fonction des places que nous pouvons trouver et également en fonction de la vulnérabilité des publics et de leur sollicitation auprès du 115 qui est la courroie de transmission en tout cas pour le positionnement des publics avec les associations et avec les collectivités. Et en cas d'arrivée du froid ou du grand froid, là on parle de mise à l'abri des personnes les plus vulnérables. Et tout récemment, en Isère, il y a une centaine de places supplémentaires qui ont été trouvées. Tout à fait. La semaine dernière, nous avons ouvert 2 sites nouveaux au-delà des 400 places qui étaient déjà occupées. Un site donc à Échirolles dans une salle collective, format gymnase, et puis une autre salle mise à disposition par la ville de Grenoble qui nous permet d'accueillir une 50aine de personnes, essentiellement des familles, alors qu'à Échirolles, plutôt des personnes, des hommes isolés. Ce qui nous permet de calibrer encore davantage, de monter en puissance sur ces places ouvertes pour le plan hivernal. Bon, alors on évoque effectivement l'hébergement, la mise à l'abri, le logement. L'objectif, c'est quand même d'organiser un vrai parcours pour toutes ces personnes.
Tout à fait. Le plan hiver n'est pas une fin en soi. Le but, c'est de pouvoir aussi anticiper la sortie, de faire. Les opérateurs ont aussi pour mission de faire des évaluations sociales de ces publics. Et en lien avec le service d'intégration, d'accueil, d'orientation et SIAO avec le 115, nous faisons une analyse un peu précise des situations de façon à anticiper la sortie et de construire ce parcours et d'éviter la remise à la rue sèche. Alors, on ne peut pas garantir, évidemment, la prise en compte dans de l'hébergement plus pérenne ou dans du logement de tout l'ensemble des publics accueillis. Mais notre volonté est bien celle de faciliter ces parcours et d'accéder au logement si possible. Et puis tout ce dispositif, il est évalué régulièrement, méticuleusement par un comité de veille? Tout à fait. On a aussi des instances de suivi avec un partenariat fort avec les accueils de jour, avec les associations qui font de l'hébergement, avec le conseil départemental, avec les CCAS des collectivités qui sont des partenaires très importants. Et donc, on ajuste au fur et à mesure les modalités de fonctionnement dans un comité de veille qui se réunit tous les mois et on fait un point dès que nécessaire. Sachant qu'on a aussi un comité dit de régulation pour justement permettre de bien avoir en tête les situations des publics qui sollicitent le 115 et de faire des entrées le plus vite possible dans nos places d'hébergement hivernal. Voilà pour ce plan d'hébergement d'urgence, étant précisé quand même que cette question, elle nous revient à tous, à chaque citoyen, hein. Tout à fait. L'objectif est vraiment de jouer sur la solidarité de chaque citoyen, de bien nous signaler les situations délicates, difficiles, ne pas hésiter à appeler le 115 lorsqu'une situation est aperçue par les citoyens, que chacun puisse appeler le 115 et au besoin appeler le 15 aussi en cas de détresse justifiée d'une personne à la rue. Voilà, le 115 c'est le SAMU social, hein, on le rappelle, et le 15 c'est le service des urgences pour les situations de détresse. Corinne Gautrin, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous restez pour le journal. Arrivé à Grenoble d'un nouveau procureur de la République, Jean-Yves Coquillat a fait valoir ses droits à la retraite. Il a été remplacé en début d'année par Éric Vaillant, qui arrive de Cayenne, avec une réputation de grande fermeté. Il a d'ores et déjà annoncé son intention d'augmenter le nombre de comparutions immédiates et de renforcer la lutte contre les trafics de stupéfiants. Et puis du changement aussi à la Cour d'appel de Grenoble. Le premier président, Jean-François Besnel, a quitté la capitale des Alpes. Il a été nommé à la tête de l'inspection générale de la justice au ministère à Paris. Que la montagne est belle en hiver, les sommets enneigés, les plaisirs de la glisse ou des longues balades sous les sapins attirent de nombreux touristes. Pour que la montagne reste un plaisir, c'est un guide pratique qui vient d'être édité. Il est aussi disponible sur Internet. Vous y trouverez toute une série de conseils très pratiques, notamment sur la préparation avant d'aller en altitude. Des parcours de vie, véritables exemples d'intégration. Ils sont artistes, sportifs, scientifiques. Ils viennent d'ailleurs et ils se sont installés en France pour y travailler, pour y fonder une famille. Récemment, dans les salons de la préfecture, une cérémonie a permis de mettre en avant ces autres visages de l'immigration. Reportage. Ils sont tous différents. Ils viennent d'Asie ou d'Océanie, d'Amérique ou d'Afrique. Ils sont chercheurs ou artistes, sportifs ou scientifiques, mais ont un point commun, ils ont réussi à accomplir leur vie en France. Valoriser des parcours d'intégration exceptionnels, c'était l'objectif de cette cérémonie. Mettre en évidence, au fond, qu'on peut réussir dans ce pays à condition de le vouloir, à condition aussi d'être aidé. Parce que beaucoup ont été aidés ici par des parrains qui, peu à peu, leur ont mis les pieds à l'étrier. Et aujourd'hui, ce sont des gens qui ont réussi et qui sont en passe d'être pleinement intégrés dans notre société. Samar Mar, par exemple, est arrivée en France en 2014. Elle est doctorante en physiologie et en STAPS. J'ai choisi ce pays à cause de la qualité des formations qui est reconnue dans tout le monde et à cause de la langue française qui est enseignée au Liban. Et aussi à l'intérêt que je porte pour la culture et l'histoire de la France. Jean-François, lui, vient du Québec. Il a débuté son parcours de musicien dans le but de voyager. Régulièrement en tournée, la plus grosse difficulté était de faire face à l'administration française. J'ai eu que des visas que j'ai renouvelés à chaque fois. Mais c'est vrai que de se frotter à l'administration, parfois c'est compliqué. Mais je suis très heureux aujourd'hui d'avoir enfin pu avoir ce titre de séjour. C'est une joie, grande joie. Économiste de profession, Mohamed Sayon est entré en France en convalescence. Il a été pris en charge par Médecins du Monde. Après des formations, il est désormais agent de sécurité et est engagé dans plusieurs associations. La France m'a traité, la France m'a nourri,
La France m'a logé. Qu'est-ce qu'on peut faire pour quelqu'un plus que ça? Dans cette vie, je me dis, il n'y en a pas. Te traiter, c'est-à-dire te soigner, te nourrir, te loger, il n'y a pas plus grand que ça. Et à mon tour, ce que je dois faire, c'est de travailler, respecter les lois, être là pour aider d'autres personnes aussi. Et parmi les 17 personnes mises à l'honneur, le capitaine du FCG et un joueur des Brûleurs de Loups. Et notez qu'il y a quelques jours encore, fin janvier, une cérémonie de remise de décret de naturalisation s'est tenue en préfecture. À cette occasion, 85 personnes ont officiellement et très solennellement fait leur entrée dans notre communauté nationale. Combien y a-t-il de communes en Isère? Le savez-vous? Eh bien, le chiffre a changé en ce début d'année. On en compte désormais 512 contre 521 l'an dernier, en raison des fusions opérées par certains conseils municipaux. Ainsi, Saint-Hilaire-du-Touvet, Saint-Pancras et Saint-Bernard-du-Touvet se sont unis pour former la commune de Plateau des Petites Roches. Pinceau et La Ferrière, en Belledonne, se sont mariés sous le nom de Aubreda. Chantelouve et Le Perrier ont fait de même pour donner Chante-Perrier. La marine recrute, et même à Grenoble, où récemment a été présentée la préparation militaire marine, une formation ouverte aux jeunes de 16 ans et demi à 24 ans. Explication. Marine nationale à Grenoble. L'idée peut faire sourire puisque la mer se trouve à quelques 300 km. Et pourtant, chaque année, c'est une promotion d'une trentaine de stagiaires de 16 à 21 ans qui intègrent la PMM en Isère, préparation militaire marine. On les recrute par le CIRFA, donc c'est des candidats qui souhaitent s'informer sur la marine, ils viennent postuler, rencontrer des officiers, des conseillers recruteurs, et puis on leur propose soit différentes modalités d'intégration, et la PMM est une des plus faciles pour pouvoir découvrir la marine à Grenoble. Mobilisés un week-end par mois de septembre à juin, ces jeunes apprennent le fonctionnement de la Marine nationale, réalisent un stage d'une semaine sur une base à Toulon et nouent plus globalement des premiers contacts avec l'armée. Cette formation, elle apporte rigueur, discipline et honneur. Ça nous donne tout ce qu'il faut savoir sur l'armée. Pas que sur la marine, c'est ça qui est bien. Ça nous donne aussi les principes de l'armée. Et personnellement, je pense que ça peut nous apporter énormément. Moi, ça m'a calmé un peu sur certaines choses. Ça nous apprend une discipline, une rigueur qu'on n'a pas forcément dans le lycée, au collège, dans notre vie de tous les jours. Et ça nous montre, on est là pour notre pays. Ça peut, certains, les aider beaucoup, je pense. Sur les 37 stagiaires de la promotion 2018-2019, un tiers tentera les concours pour devenir marin. Les autres resteront en contact ou intégreront la réserve. Un reportage tourné tout récemment lors de la très sérieuse présentation au Fagnon. Et si vous aussi vous êtes intéressé par une carrière dans la marine, eh bien rendez-vous au centre de recrutement. Il est installé à Grenoble, à la caserne de l'Alma. Les élections européennes sont prévues le 26 mai. Le scrutin se jouera, vous le savez, en un seul tour. Et il est encore temps de vous inscrire sur les listes électorales. Les règles ont un peu changé, plus simple, grâce à la mise en place d'un répertoire électoral unique. Vous avez donc jusqu'au 31 mars pour faire vos démarches dans votre mairie ou bien sur le site internet démarche.intérieur.gouv.fr. Allez, on termine avec un nouvel appel à la vigilance concernant les risques d'intoxication au monoxyde de carbone. Dans notre région Auvergne-Rhône-Alpes, ces 4 derniers mois, plus d'une soixantaine d'alertes ont été recensées, dont une dizaine chez nous en Isère. Plusieurs morts sont à déplorer. Il est donc très important, voire primordial, de faire réviser ces appareils de chauffage et de maintenir des aérations correctes dans les logements. Corinne Gautera, merci beaucoup d'avoir été notre invitée. Merci à vous. Merci à tous de votre fidélité. Rendez-vous très vite sur Télé Grenoble. Ce sera pour le numéro 77 de Citoyen Mag, les acteurs de l'État à votre service.